Chapitre 17. Arrivée de Candide et de son valet au pays d'Eldorado et ce qu'ils y virent. Lorsqu'ils eurent atteint les frontières des Oreillons, Cacambo dit à Candide : Vous voyez bien que cet hémisphère ne vaut pas mieux que l'autre. Croyez-moi, retournons en Europe par le chemin le plus court. Comment y retourner ? Répondit Candide. Et où aller ? Si je retourne dans mon pays, les Bulgares et les Abares y massacrent tout. Si je reviens en Portugal, je suis brûlé. Si nous demeurons ici, nous risquons d'être mis à la broche à tout moment. Mais comment quitter la partie du monde où habite mademoiselle Cunégonde ? Dirigeons-nous vers la Cayenne, dit Cacambo. Nous y trouverons des Français, qui parcourent le monde entier. Ils pourront nous aider. Dieu aura peut-être pitié de nous. Il n'était pas aisé de gagner la Cayenne. Il savait à peu près dans quelle direction marcher. Mais des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands et des sauvages se dressaient partout comme des obstacles redoutables. Leurs chevaux moururent d'épuisement, leurs provisions s'épuisèrent. Ils vécurent un mois entier de fruits sauvages et se trouvèrent enfin près d'une petite rivière bordée de cocotiers qui rendirent vigueur à leur corps et à leurs espérances. Cacambo, toujours plein de ressources, dit « Nous n'en pouvons plus, nous avons assez marché. Je vois un canot vide sur le rivage. Remplissons-le de coco, embarquons-nous et laissons-nous porter par le courant. Une rivière conduit toujours quelque part où vivront des hommes. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons au moins des choses nouvelles. Allons, dit Candide, recommandons-nous à la Providence. Ils descendirent à la rivière entre des rives tantôt fleuries, tantôt arides, tantôt planes, tantôt escarpées. Le cours d'eau s'élargissait toujours. Enfin, il se perdit sous une voûte de rochers formidables qui semblait toucher le ciel. Les deux voyageurs eurent l'audace de s'abandonner aux flots sous cette voûte. Le fleuve, resserré en ce lieu, les emporta avec une vitesse et un fracas épouvantables. Au bout de 24 heures, ils retrouvèrent la lumière, mais leur canot se brisa contre les écueils. Ils durent à se traîner de rocher en rocher pendant une lieue entière. Enfin, ils découvrirent un horizon immense, fermé par des montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé autant pour le plaisir que pour le besoin. Partout l'utile était agréable. Les chemins étaient couverts, ou plutôt ornés, de voitures d'une forme brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté remarquable, traînés par de gros moutons rouges, plus rapides que les meilleurs chevaux d'Andalousie, de Tétouan ou de Méquiné. Voilà pourtant un pays qui vaut mieux que la Westphalie, dit Candide. Ils descendirent près du premier village rencontré. Des enfants, vêtus de brocarts d'or tout déchirés, jouaient au palais à l'entrée du bourg. Candide et Cacambo s'arrêtèrent pour les regarder. Les palais étaient de larges pièces rondes, jaunes, rouges et vertes, d'un éclat extraordinaire. Les voyageurs en ramassèrent quelques-unes. C'était de l'or, des émeraudes et des rubis, dont la moindre aurait été le plus bel ornement du trône du Mogol. Sans doute, dit Cacambo, ces enfants sont les fils du roi du pays, qui jouent ainsi au palais. Le maître d'école survint pour les rappeler en classe. Voilà le précepteur de la famille royale, dit Candide. Les enfants quittèrent aussitôt le jeu, laissant à terre leur palais et tout ce qui avait servi à leurs amusements. Candide les ramassa et les présenta humblement au magistère, lui faisant comprendre par gestes que leurs altesses royales avaient oublié leur or et leurs pierreries. Le maître, en souriant, les jeta à terre, considéra un instant Candide avec étonnement, puis poursuivit son chemin. Les voyageurs ramassèrent de nouveau l'or, les rubis et les émeraudes. « Où sommes-nous » s'écria Candide. « Les enfants des rois doivent être bien élevés ici, puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries. » Cacambo n'était pas moins surpris. Ils arrivèrent bientôt devant la première maison du village, bâtie comme un palais d'Europe. Une foule se pressait à l'entrée et plus encore à l'intérieur. Une musique agréable se faisait entendre. Des parfums délicieux s'échappèrent des cuisines. Cacambo s'approcha et entendit parler péruvien, sa langue maternelle. « Je vous servirai d'interprète, » dit-il à Candide. « Entrons, c'est une hôtellerie. » Aussitôt, deux garçons et deux filles vêtus de drap d'or, les cheveux noués de rubans, les invitèrent à se mettre à table. On servit 4 potages garnis chacun de 2 perroquets, un contour bouilli pesant 200 livres, 2 singes rôtis d'un goût excellent, 300 colibris dans un plat et 600 oiseaux-mouches dans un autre, des ragoûts exquis,
des pâtisseries délicieuses, le tout servi dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles versaient diverses liqueurs faites de canne à sucre. La plupart des convives étaient des marchands et des voituriers d'une politesse extrême. Ils posèrent à Cacambo quelques questions avec la plus grande discrétion et répondirent aux siennes de manière à le satisfaire. À la fin du repas, Candide et Cacambo crurent bien payés en déposant sur la table 2 des larges pièces d'or ramassées. L'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire et se tinrent longtemps les côtés. Puis ils se calmèrent. Messieurs, dit l'hôte, nous voyons que vous êtes étrangers. Nous n'en voyons guère ici. Pardonnez-nous d'avoir ri lorsque vous nous avez offert pour paiement les cailloux de nos chemins. Vous n'avez sans doute pas la monnaie du pays. Mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries destinées au commerce sont payées par le gouvernement. Vous avez fait médiocre cher parce que c'est un pauvre village. Ailleurs, vous serez reçus comme vous le méritez. Cacambo traduisait fidèlement. Candide écoutait avec la même admiration que son compagnon mettait de précision à rendre les paroles. Quel est donc ce pays, disait-il, inconnu au reste de la terre, où toute la nature semble d'une espèce différente de la nôtre? C'est sans doute le pays où tout va bien, car il faut bien qu'il en existe un. Et quoi qu'en ait dit maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait fort mal en Westphalie. Chapitre 18. Ce qu'ils virent dans le pays d'Eldorado. Cacambo témoigna à son hôte toute sa curiosité. « Je suis fort ignorant, dit l'hôte, et je m'en trouve bien. Mais nous avons ici un vieillard retiré de la cour, qui est le plus savant homme du royaume et le plus communicatif. » Il mena aussitôt Cacambo chez ce vieillard. Candide ne jouait plus que le second rôle et suivait son valet. Ils entrèrent dans une maison fort simple. La porte n'était que d'argent. Les lambris des appartements n'étaient que d'or, mais travaillés avec tant de goût que les plus riches décorations ne les auraient point surpassés. L'antichambre était incrustée de rubis et d'émeraudes. Toutefois, l'ordre admirable de l'ensemble compensait cette extrême simplicité. Le vieillard reçut les 2 étrangers sur un sofa matelassé de plumes de colibri et leur fit servir des liqueurs dans des vases de diamants. Puis il répondit à leur curiosité « Je suis âgé de 172 ans. J'ai appris de feu mon père, écuyer du roi, les étonnantes révolutions du Pérou dont il fut témoin. Le royaume où nous sommes est l'ancienne patrie des Incas. Ils en sortirent très imprudemment pour subjuguer une partie du monde et furent enfin détruits par les Espagnols. Les princes de leur famille restés dans leur pays natal furent allés plus sages. Ils décidèrent, du consentement de la nation, qu'aucun habitant ne sortirait jamais de notre petit royaume. C'est ce qui nous a conservé notre innocence et notre félicité. Les Espagnols ont eu une connaissance confuse de ce pays. Ils l'ont nommé Eldorado. Un Anglais, le chevalier Raleigh, en a même approché il y a environ 100 ans. Mais, comme nous sommes entourés de rochers inaccessibles et de précipices, nous avons toujours été à l'abri de la rapacité des nations d'Europe, qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et la boue de notre terre, et qui, pour s'en emparer, nous tueraient tous jusqu'au dernier. La conversation fut longue. Elle porta sur la forme du gouvernement, les mœurs, les femmes, les spectacles publics et les arts. Enfin, Candide, toujours porté vers la métaphysique, fit demander par Cacambo s'il existait une religion dans le pays. Le vieillard rougit légèrement. « Comment donc, dit-il, en doutez-vous? Nous prenez-vous pour des ingrats ?» Cacambo demanda humblement quelle était la religion d'Eldorado. Le vieillard rougit encore. « Peut-il y avoir 2 religions ?» dit-il. « Nous avons, je crois, la religion de tout le monde. Nous adorons Dieu du soir au matin. »« N'adorez-vous qu'un seul Dieu ?» demanda Cacambo, interprétant les doutes de Candide. « Sans doute, répondit le vieillard, il n'y en a ni 2, ni 3, ni 4. Je vous avoue que les gens de votre monde posent d'étranges questions. » Candide ne se lassait point d'interroger ce bon vieillard. Il voulut savoir comment on priait Dieu en Eldorado. « Nous ne le prions point, répondit le sage. Nous n'avons rien à lui demander. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Nous le remercions sans cesse. » Candide manifesta le désir de voir des prêtres et fit demander où ils étaient. Le vieillard sourit. « Mes amis, nous sommes tous prêtres. Le roi et tous les chefs de famille chantent chaque matin solennellement des cantiques d'action de grâce, accompagnés de 5 ou 6 000 musiciens. »« Quoi,
Vous n'avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent, qui cabalent, et qui font brûler ceux qui ne sont pas de leur avis. Il faudrait que nous fussions fous, répondit le vieillard. Nous sommes tous ici du même avis, et nous ne comprenons pas ce que vous entendez par vos moines. À ces discours, Candide demeurait en extase et se disait à lui-même « Ceci est bien différent de la Westphalie et du château de monsieur le baron. Si notre ami Pangloss avait vu Eldorado, il n'aurait plus affirmé que le château de Thunder Ten Tronckh était ce qu'il y a de mieux sur la terre. Il est certain qu'il faut voyager. » Après cette longue conversation, le bon vieillard fit atteler un carrosse à 6 moutons et donna 12 domestiques aux 2 voyageurs pour les conduire à la cour. « Excusez-moi, leur dit-il, si mon âge me prive de l'honneur de vous accompagner. Le roi vous recevra d'une manière dont vous ne serez pas mécontent, et vous pardonnerez sans doute aux usages du pays s'il en est qui vous déplaisent. » Candide et Cacambo montèrent en carrosse. Les 6 moutons volaient, et en moins de 4 heures, dit Caïtizio, ils arrivèrent au palais du roi, situé à l'une des extrémités de la capitale. Le portail avait 220 pieds de hauteur et 100 de largeur. Il est impossible d'en exprimer la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous appelons or et pierreries. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain et les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de colibri. Les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent ensuite à l'appartement de Sa Majesté, au milieu de 2 files de 1000 musiciens chacune, selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait saluer Sa Majesté. Fallait-il se jeter à genoux ou ventre à terre, mettre les mains sur la tête ou ailleurs, lécher la poussière de la salle? En un mot, quelle était la cérémonie? L'usage, répondit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des 2 côtés. Candide et Cacambo se jetèrent au cou de Sa Majesté, qui les reçut avec la grâce la plus parfaite et les invita poliment à souper. En attendant, on leur fit visiter la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, celles d'eau rose et celles de liqueur de canne à sucre, qui coulaient continuellement dans de vastes places pavées, d'une espèce de pierrerie, exhalant une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice et le parlement. On lui répondit qu'il n'y en avait point et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il existait des prisons. On lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui causa le plus grand plaisir, fut le palais des sciences. Il y vit une galerie de 2000 pas, entièrement remplie d'instruments de mathématiques et de physique. Après avoir parcouru, durant toute l'après-dînée, à peine la 1000e partie de la ville, on les ramena chez le roi. Candide se trouva à table entre Sa Majesté, son valet Cacambo et plusieurs dames. Jamais on ne fit meilleure chère, et jamais on ne déploya plus d'esprit à souper que Sa Majesté. Cacambo traduisait les bons mots du roi à Candide. Même traduit, il demeurait des traits d'esprit. De tout ce qui étonnait Candide, ce ne fut pas là ce qui l'étonna le moins. Ils passèrent 1 mois dans ce lieu. Candide répétait sans cesse à Cacambo « Il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. Mais enfin, mademoiselle Cunégonde n'y est pas, et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. Si nous restons ici, nous ne serons que comme les autres. Tandis que si nous retournons dans notre monde avec seulement 12 moutons chargés des cailloux d'Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble. Nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre et nous pourrons aisément reprendre mademoiselle Cunégonde. » Ce discours plut à Cacambo. On aime tant courir, se faire valoir chez les siens, faire parade de ce qu'on a vu dans ses voyages, que les 2 heureux décidèrent de ne plus l'être et de demander leur congé à Sa Majesté. « Vous faites une sottise, leur dit le roi. Je sais bien que mon pays est peu de choses, mais quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas le droit de retenir des étrangers. Ce serait une tyrannie contraire à nos mœurs et à nos lois. Tous les hommes sont libres, partez quand vous voudrez. Mais la sortie est bien difficile. Il est impossible de remonter la rivière rapide par laquelle vous êtes arrivés comme par miracle et qui coule sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent mon royaume ont 10 000 pieds de hauteur et sont droites comme des murailles. Chacune s'étend sur plus de 10 lieues. On ne peut les franchir que par des précipices. Cependant, puisque vous voulez absolument partir,
je donnerai ordre aux intendants des machines d'en construire une qui puisse vous transporter commodément. Une fois conduit au revers des montagnes, personne ne pourra vous accompagner. Mes sujets ont juré de ne jamais sortir de leur enceinte, et ils sont trop sages pour rompre leurs vœux. Demandez-moi d'ailleurs tout ce qu'il vous plaira. Nous ne demandons à votre majesté, dit Cacambo, que quelques moutons chargés de vivres, de cailloux et de la boue du pays. Le roi rit. Je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos Européens ont pour notre boue jaune, mais emportez-en tant que vous voudrez, et grand bien vous fasse. Il ordonna aussitôt à ses ingénieurs de construire une machine pour hisser ces deux hommes extraordinaires hors du royaume. 3000 physiciens y travaillèrent. Elle fut prête en 15 jours. On plaça sur la machine Candide et Cacambo. Deux grands moutons rouges, scellés et bridés, devaient leur servir de monture une fois les montagnes franchies. 20 moutons de bas étaient chargés de vivres. 30 portaient les présents les plus curieux du pays. 50 étaient chargés d'or, de pierreries et de diamants. Le roi embrassa tendrement les deux voyageurs. Ce fut un spectacle admirable que leur départ et la manière ingénieuse dont ils furent élevés, eux et leurs moutons, au sommet des montagnes. Les physiciens prirent congé après les avoir mis en sûreté. Candide n'eut plus d'autre désir que d'aller présenter ses moutons à mademoiselle Cunégonde. « Nous avons, dit-il, de quoi payer le gouverneur de Buenos Aires si mademoiselle Cunégonde peut être mise à prix. Marchons vers la Cayenne, embarquons-nous, et nous verrons ensuite quel royaume nous pourrons acheter. » Chapitre 19. Ce qui leur arriva à Suriname et comment Candide fit connaissance avec Martin. La première journée de voyage fut assez agréable. Les deux voyageurs étaient y soutenus par l'idée de posséder plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique n'en pourraient rassembler. Candide, transporté de joie, écrivait le nom de Cunégonde sur les arbres. Le second jour, 2 de leurs moutons s'enfoncèrent dans des marais et furent engloutis avec leur charge. Quelques jours plus tard, 2 autres moururent d'épuisement. 7 ou 8 périrent ensuite de faim dans un désert. D'autres tombèrent dans des précipices. Après 100 jours de marche, il ne leur resta plus que 2 moutons. Candide dit à Cacambo : « Mon ami, vous voyez combien les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. »« Je l'avoue, répondit Cacambo, mais il nous reste encore 2 moutons avec plus de trésors que n'en aura jamais le roi d'Espagne. Et je distingue au loin une ville qui doit être Suriname, appartenant aux Hollandais. Nous sommes au terme de nos peines et au commencement de notre félicité. » En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu à terre, ne portant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire un caleçon de toile bleue. Il lui manquait la jambe gauche et la main droite. « Mon Dieu !» lui dit Candide en hollandais. « Que fais-tu là, mon ami, dans l'état affreux où je te vois ?»« J'attends mon maître, monsieur. Vanderdendur, le fameux négociant, » répondit le nègre. « Est-ce monsieur Vanderdendur qui t'a traité de la sorte ?»« Oui, monsieur, c'est l'usage. On nous donne pour tout vêtement un caleçon de toile 2 fois l'an. Lorsque nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape un doigt, on nous coupe la main. Et quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. J'ai subi l'un et l'autre châtiment. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Pourtant, lorsque ma mère me vendit pour 10 écus Patagons sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours. Ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Hélas, je ne sais si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Vous m'avouerez qu'on ne peut traiter ses parents d'une manière plus horrible. »« Ô Pangloss !» s'écria Candide, « tu n'avais pas deviné cette abomination. C'en est fait, il faudra que je renonce enfin à ton optimisme. »« Qu'est-ce qu'optimisme ?» demanda Cacambo. « Hélas !» répondit Candide, « c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. » Il versait des larmes en regardant le nègre, et tout en pleurant, il entra dans Suriname. La première chose dont ils s'informèrent fut de savoir s'il se trouvait au port quelque vaisseau qu'on pût affréter pour Buenos Aires. Celui auquel ils s'adressèrent était justement un patron espagnol
qui se déclara prêt à conclure avec eux un marché honnête. Il leur donna rendez-vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Cacambo allèrent l'y attendre avec leurs 2 moutons. Candide, qui avait le cœur sur les lèvres, raconta à l'Espagnol toutes ses aventures et lui confia qu'il voulait enlever mademoiselle Cunégonde. « Je me garderai bien de vous conduire à Buenos Aires, dit le patron. Je serai pendu, et vous aussi. La belle Cunégonde est la maîtresse favorite de monseigneur. » Ce fut pour Candide un coup de foudre. Il pleura longtemps. Enfin, prenant Cacambo à part, il lui dit « Voici, mon cher ami, ce que tu dois faire. Nous avons chacun dans nos poches pour 5 ou 6 millions de diamants. Tu es plus habile que moi. Va reprendre mademoiselle Cunégonde à Buenos Aires. Si le gouverneur fait difficulté, donne-lui 1 million. S'il ne cède pas, donne-lui en 2. Tu n'as point tué d'inquisiteur, on ne se défiera pas de toi. J'équiperai un autre vaisseau. J'irai t'attendre à Venise. C'est un pays libre où l'on ne craint ni les Bulgares, ni les Abares, ni les Juifs, ni les inquisiteurs. » Cacambo approuva cette sage résolution. Il était désolé de se séparer d'un maître si bon, devenu son ami intime. Mais la joie de lui être utile l'emporta sur la douleur du départ. Ils s'embrassèrent en pleurant. Candide lui recommanda de ne point oublier la bonne vieille. Cacambo partit dès le lendemain. C'était un excellent homme. Candide demeura quelque temps encore à Suriname, attendant qu'un autre patron voulût le conduire en Italie avec les 2 moutons qui lui restaient. Il prit des domestiques et acheta tout le nécessaire pour un long voyage. Enfin, M. Vanderdendur, capitaine d'un gros vaisseau, vint lui proposer ses services. « Combien voulez-vous » demanda Candide. « Pour me mener directement à Venise, moi, mes gens, mon bagage et les 2 moutons que voici ?» Le patron fixa le prix à 10 000 piastres. Candide n'hésita pas. « Oh, oh !» dit en lui-même le prudent Vanderdendur, « cet étranger donne 10 000 piastres sans marchander, et il doit être fort riche. » Revenant un instant après, il déclara qu'il ne pouvait partir à moins de 20 000. « Eh bien, vous les aurez, » répondit Candide. « Oh, oh !» se dit tout bas le marchand. « Cet homme donne 20 000 piastres aussi aisément que 10 000. » Il revint encore et déclara qu'il ne pouvait le conduire à Venise à moins de 30 000 piastres. « Vous en aurez donc 30 000 ?» répondit Candide. « Oh, oh !» pensa le marchand hollandais. « 30 000 piastres ne lui coûtent rien. Sans doute les 2 moutons portent des trésors immenses. N'insistons pas davantage. Faisons-nous d'abord payer les 30 000 et nous verrons ensuite. » Candide vendit 2 petits diamants dont le moindre valait plus que toute la somme demandée. Il paya d'avance. Les 2 moutons furent embarqués. Candide suivait dans une petite barque pour rejoindre le vaisseau à la rade. Le patron saisit le moment favorable, mit à la voile, leva l'ancre, le vent lui fut propice. Candide, éperdu et stupéfait, le perdit bientôt de vue. « Hélas !» s'écria-t-il, « voilà un tour digne de l'ancien monde. » Il retourna au rivage accablé de douleur. Il venait de perdre de quoi faire la fortune de 20 monarques. Il se rendit chez le juge hollandais. Un peu troublé, il frappa rudement à la porte. Il entra, exposa son aventure et cria plus fort qu'il ne convenait. Le juge commença par lui faire payer 10 000 piastres pour le bruit qu'il avait fait. Puis, il l'écouta avec patience, promit d'examiner l'affaire au retour du marchand et se fit payer 10 000 autres piastres pour les frais d'audience. Ce procédé acheva de désespérer Candide. Il avait certes subi des malheurs 1000 fois plus cruels, mais le sang-froid du juge et celui du patron qui l'avait volé enflammèrent dans sa bile et l'abîmèrent dans une noire mélancolie. La méchanceté des hommes se présentait à son esprit dans toute sa laideur. Il ne se nourrissait plus que d'idées sombres. Un vaisseau français étant prêt à partir pour Bordeaux, et n'ayant plus de moutons chargés de diamants à embarquer, il loua une cabine à juste prix et fit publier en ville qu'il paierait le passage, la nourriture et donnerait 2000 piastres à un honnête homme qui voudrait voyager avec lui, à condition que cet homme fût le plus dégoûté de son état et le plus malheureux de la province. Il se présenta une foule de prétendants qu'une flotte n'aurait pu contenir. Candide, voulant choisir parmi les plus convenables, distingua une vingtaine de personnes qui lui parurent sociables et qui toutes prétendaient mériter la préférence. Il les réunit dans son cabaret et leur offrit à souper, à condition que chacun jurât de raconter fidèlement son histoire. Il promit de choisir celui qui lui semblerait le plus à plaindre et le plus mécontent de son sort, à juste titre, et d'accorder aux autres quelques gratifications.
La séance se prolongea jusqu'à 4 heures du matin. En écoutant leurs aventures, Candide se rappelait les paroles de la vieille sur le chemin de Buenos Aires et le pari qu'elle avait fait qu'il n'y avait personne sur le vaisseau à qui il ne fût arrivé de grands malheurs. Il songeait à Pangloss à chaque récit. Ce Pangloss, se disait-il, serait bien embarrassé de démontrer son système. Je voudrais qu'il fût ici. Assurément, si tout va bien, c'est en Eldorado, et non ailleurs sur la terre. Enfin, il se décida en faveur d'un pauvre savant qui avait travaillé 10 ans pour des libraires à Amsterdam. Il jugea qu'il n'existait pas de métier dont on dût être plus dégoûté. Ce savant, homme d'ailleurs fort honnête, avait été volé par sa femme, battu par son fils et abandonné par sa fille, qui s'était enfuie avec un Portugais. On venait de lui retirer un petit emploi qui le faisait vivre, et les prédicants de Suriname le persécutaient parce qu'ils le soupçonnaient d'être saucinien. Il faut avouer que les autres n'étaient pas moins malheureux que lui, mais Candide espérait que le savant le désennuierait pendant le voyage. Tous les autres prétendants trouvèrent qu'on leur faisait une grande injustice, mais Candide les apaisa en leur donnant à chacun 100 piastres.